Après un séjour de 5 jours à Londres, le Premier ministre a regagné Abidjan très tôt ce matin. Il était à Londres pour le sommet du G8 sur la sécurité alimentaire. Les images de son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny dans votre journal. En 2008, en Côte d'Ivoire, plus de 45 000 enfants âgés de 14 ans impliqués dans le travail domestique. Aujourd'hui, journée mondiale contre le travail des enfants, le gouvernement ivoirien a décidé de combattre ce phénomène. Et puis, rumeur de rafles systématiques sur toute l'étendue du territoire national, la police nationale fait une mise au point. Voilà, bienvenue dans votre édition. Après 6 années passées à la tête de la mission diplomatique libanaise en Côte d'Ivoire, l'ambassadeur du Liban fait ses adieux. Il a dit hier au président Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République à Ouattouré. L'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire, Dr Ali Ajami, est venu faire ses adieux au président de la République Alassane Ouattara avant de quitter définitivement la capitale ivoirienne. Dr Ali Ajami s'est dit honoré d'avoir échangé avec le chef de l'État, des échanges qui ont porté sur différents sujets, notamment les relations entre la Côte d'Ivoire et le Liban. Je dois quitter d'ici à une semaine vers un nouveau poste. Donc c'était un honneur encore une fois. Je connais que Monsieur le Président, son programme est chargé et malgré ça, il me reçoit. J'ai discuté avec son Excellence plusieurs sujets, notamment le sujet de les relations si fortes entre le Liban et la Côte d'Ivoire. Et on a discuté aussi de la visite prévue de son Excellence le Président Ouattara au Liban, prévue avant la fin de l'année 2013. Pour le diplomate libanais, la visite officielle du président du Liban en Côte d'Ivoire en mars 2013 a permis de renforcer l'axe Abidjan-Beyrouth. La Commission des relations extérieures de l'hémicycle a adopté hier des projets de loi. Les textes donnent l'autorisation au président de la République de ratifier 4 conventions. Elles concernent entre autres les droits des handicapés, la protection et l'assistance des déplacés en Afrique, la démocratie et la bonne gouvernance. Le point avec Léon Bro. Bientôt, les handicapés de Côte d'Ivoire, 85 857 au total selon le recensement de 1998, auront les mêmes droits que leurs concitoyens. Les parlementaires membres de la Commission des relations extérieures ont adopté ce mardi le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées. Houleux ont été les débats, les députés voulant se convaincre de l'effectivité de mesures pour la mise en œuvre en Côte d'Ivoire de ce texte. En face, le porteur du projet, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Il soutient la ratification comme moyen de pression qui amène l'État à garantir les droits des personnes handicapées. L'existence du handicap ne doit pas être un fardeau pour celui qui vit cette situation, ni même pour la société, au risque de provoquer sa marginalisation progressive, voire abandon. Le président de la République a également reçu l'accord des députés pour la ratification de 2 autres textes internationaux. Celui de l'Union africaine sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique et le protocole de la CEDEAO sur la bonne gouvernance et la démocratie. 2 textes signés respectivement en 2009 à Kampala et 2001 à Dakar au Sénégal par la Côte d'Ivoire. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, milite pour une coopération parlementaire renforcée entre les assemblées nationales de la sous-région. Au Sénégal, justement, depuis 2 jours, la délégation ivoirienne a eu une séance de travail avec les députés sénégalais. Objectif, mettre en place une coopération interparlementaire. Envoyé spécial à Dakar, Victorine Yaoyobwe. Cette visite de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire au Sénégal était très attendue par les députés sénégalais. En témoigne le caractère solennel qu'ils ont accordé à la séance de travail qui s'est déroulée à l'Assemblée nationale dans la capitale sénégalaise. Le Parlement sénégalais estime que la coopération avec le Parlement ivoirien revêt un enjeu stratégique. La Côte d'Ivoire, c'est le poumon économique de l'UEMOA. C'est le 2e poumon de la CEDEAO. Et nous pensons que nos 2 assemblées doivent jouer un rôle extrêmement important dans le sens de la consolidation du couple Côte d'Ivoire-Sénégal. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai proposé qu'on organise des plénières alternatives
en Côte d'Ivoire et au Sénégal, parce que nous sommes sûrs que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, s'ils se donnent la main, nous parviendrons à construire un espace de paix en Afrique de l'Ouest, et cet espace de paix sera favorable pour le développement de nos deux pays et de l'UEMOA. Nous devons aller vers l'harmonisation des politiques parce que nous avons les mêmes partenaires au développement. Il ne nous reste qu'à harmoniser et échanger les bonnes pratiques pour créer des mécanismes interparlementaires qui pourraient nous permettre de profiter au maximum de l'apport des partenaires techniques et financiers. La rencontre interparlementaire de Dakar devrait aboutir à la mise en place d'un cadre de coopération bilatérale. Donc que nous ayons aujourd'hui fait la revue du cadre bilatéral de la coopération entre nos deux assemblées en harmonie avec les exécutifs de nos pays. Ceci ouvre la voie effectivement à des perspectives qui incitent à l'optimisme. Nous avons évoqué ensemble les priorités une par une. Il y en a eu à peu près une vingtaine qui sont liées aux politiques de développement de nos pays. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, Guillaume Kigbafori Soro, s'est voulu plus précis. Ce type de rencontre, de séance de travail devrait se renouveler. Dans les tout prochains jours, nous aurons à signer une convention de coopération. Les présidents des deux parlements ont relevé par ailleurs la pluralité parlementaire dans leurs institutions. Du côté du Sénégal comme de la Côte d'Ivoire, tous les groupes parlementaires étaient en effet représentés à cette rencontre de Dakar. Après un séjour de 5 jours à Londres, le Premier ministre a regagné Abidjan hier. Il était à Londres pour le sommet du G8 sur la sécurité alimentaire. Le Premier ministre a également rencontré les investisseurs intéressés par la Côte d'Ivoire avant de prendre son vol donc à l'aéroport de Luton pour Abidjan. Daniel Kablan-Duncan a fait le point de sa mission à la presse. La synthèse de la mission du Premier ministre à Londres dans nos prochaines éditions. Dans le souci d'améliorer le climat des affaires en Côte d'Ivoire, le Conseil national de la comptabilité, en collaboration avec la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement, a évalué le système, l'architecture comptable et financière de notre pays. Les résultats ont été présentés hier au ministre en charge de l'économie. Le point avec Jean-Jacques Kwame. Alors. 3 critères ont été pris en compte par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED pour cette auto-évaluation du système comptable et financier de la Côte d'Ivoire. Le critère réglementaire et légal, le critère institutionnel et la capacité des ressources humaines. Sur l'échelle 1, la Côte d'Ivoire a obtenu la note 0,64, une note qui est conforme aux normes internationales et la classe parmi les pays attractifs. Disposer d'une bonne architecture comptable et financière, aider les entreprises à produire de l'information financière de qualité, c'est véritablement créer les conditions pour attirer les investisseurs étrangers. Au niveau de la mobilisation des ressources, c'est extrêmement important puisque les bailleurs de fonds nous accompagnent et les bailleurs de fonds sont rassurés chaque fois qu'un pays s'engage à améliorer ses pratiques comptables et ses pratiques d'audit. Un pays qui a 0,6, c'est un pays qui peut avoir 0,7. 0,8. Donc ça veut dire que des progrès doivent être faits. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin de la réunion, si vous y avez assisté, vous avez vu qu'il y a un certain nombre de recommandations qui ont été émises. Les autorités ivoiriennes ont été interpellées sur la nécessité de financer les conclusions de cette auto-évaluation. Sur la question, la ministre en charge de l'économie, Kaba Nialé, rassure. Compte tenu de l'importance de toutes ces questions, j'envisage de m'impliquer bien entendu dans la mobilisation des ressources pour le financement de l'activité. J'envisage également de participer donc à la 30e session ISAR qui doit se tenir en novembre prochain à Genève. Pilotée par le Conseil national de la comptabilité, l'évaluation des systèmes financiers de Côte d'Ivoire a duré de juin à août 2012. Améliorer la qualité des services du Trésor public de Côte d'Ivoire, c'est le but visé par l'Amicale des fondés du pouvoir du Trésor de Côte d'Ivoire qui a organisé un séminaire de formation à Yamoussoukro. Thème de ce séminaire, le fondé de pouvoir et l'application du code d'éthique et de déontologie du Trésor public. Les participants ont été instruits sur les notions de bonne gouvernance, de bonne gestion et le respect des biens publics.
Hier, 2 conventions de financement ont été signées entre le gouvernement ivoirien et l'Union européenne. Le montant de ces 2 conventions est estimé à 30 milliards de francs CFA pour améliorer la compétitivité des filières sucre et banane. Le point encore avec Jean-Jacques Ouamiala. Ces 2 conventions de financement signées entre l'État de Côte d'Ivoire, représentée par la ministre en charge de l'économie Kabaniale, et l'Union européenne par le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, est une aide de 25 milliards de francs CFA pour le volet banane et 5 milliards pour le volet sucre. Objectif: améliorer la compétitivité de ces 2 produits, les conditions de vie des travailleurs et apporter un appui aux plantations villageoises menacées de disparition. Durée de la convention, 5 ans. C'est pourquoi l'ordonnateur national du FED, Kabaniale, et le représentant de l'Union européenne ont invité le ministre de la Culture, le maître d'œuvre, et le ministère de l'Économie, le maître d'ouvrage de ces 2 conventions, à un partenariat au profit des bénéficiaires. Les ambitions pour chacune des 2 filières sont donc fortes et diversifiées. Une collaboration complète et efficace entre toutes les parties est absolument nécessaire pour envisager l'atteinte de tous les résultats dans les délais impartis par les conventions. Je voudrais rassurer l'Union européenne de notre engagement à veiller à ce que ces fonds mis à la disposition de ces 2 secteurs donc, soient gérés de manière rigoureuse et harmonieuse avec la collaboration de l'ensemble des partenaires impliqués. Avec cette enveloppe, l'Union européenne a doublé son aide à la Côte d'Ivoire sur la période 2008-2013 qui s'élève à plus de 395 milliards de francs CFA. Comme annoncé dans le titre, une rumeur de rafle sur toute l'étendue du territoire national a circulé la nuit dernière, craignant la psychose. La police nationale dément cette rumeur et invite les populations à vaquer librement à leurs occupations. Écoutons ici le porte-parole de la police nationale. Depuis le mardi 11 juin 2013, des SMS fantaisistes circulent sur les réseaux de téléphonie mobile et font état de rafles systématiques d'individus par la police nationale à partir de 22 h sur toute l'étendue du territoire national. Il précise même que tout individu qui soit en possession d'une carte d'identité ou non sont raflés. Ce message est de nature à créer la psychose au sein de la population. La police nationale informe la population qu'elle n'a jamais initié une telle opération de rafle. La police nationale, dans le cadre de sa mission de protection des personnes et des biens et dans le strict respect des droits de la personne humaine, a le devoir de protéger la population vivant sur tout le territoire ivoirien. Le directeur général de la police nationale rassure donc les populations ivoiriennes et les appelle à la vigilance et au calme. Il leur demande incessamment de n'accorder aucun crédit à de telles allégations. Le directeur général de la police nationale rappelle à la population qu'elle peut, en cas de difficulté, appeler les services de sécurité au numéro vert suivant: 100 ou 111, le CCDO, 145, la brigade de sécurité, 170, la police nationale. Le directeur général de la police nationale met en garde tous ceux qui véhiculent des rumeurs de nature à troubler l'ordre public et les informe qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. Il les invite par conséquent à cesser de tels agissements. Voilà, rumeur de rafle systématique. La police nationale dément donc cette information et invite la population à vaquer à leurs occupations. Le gouvernement donne 3 mois pour libérer les sites privés et publics illégalement occupés depuis 2002. Le mode opératoire de cette opération a été l'objet d'un séminaire de validation tenu au plateau. Le point avec Mamadou Kouassi. Koné Mamadou, 30 ans, est un ex-combattant de la crise post-électorale.
Depuis 3 ans, il est élu domicile à la cité universitaire de Williamsville à Adjamé, en compagnie de son épouse et de son fils de 2 ans. C'est pas normal, mais c'est la situation qui oblige. On n'a pas un endroit à partir. On est obligé de rester à notre petite famille. Comme lui, ils sont environ 400 ex-combattants reprofilés par l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration ADDR. Ils vivent dans cette cité universitaire depuis plus de 3 ans, pour la plupart. Elles aussi se disent prêts à libérer la cité avec leur famille si la situation connaît une issue favorable. ADF vient prendre contact en disant qu'ils vont nous donner un peu d'argent pour qu'on puisse aller prendre des maisons. Bon, on est parti les voir, on est tombé d'accord. Mais on n'a pas de force. On écoute ce qu'ils vont nous dire. Ils nous ont dit qu'ils vont nous faire quitter le 21. Bon, on était prêts aussi pour le 21, s'ils ont pu résoudre le problème de tout le monde. Conscient de ces faits, le gouvernement donne 3 mois pour sensibiliser la population afin de libérer tous les sites publics et privés occupés illégalement depuis 2002 à Abidjan et à l'intérieur du pays. Mais avant, un séminaire se tient pour valider le programme de libération des sites encore occupés. Vous demandez à 2 populations, d'abord ceux qui occupent les sites publics et privés, de leur demander de prendre toute disposition pour les libérer. Et nous n'allons pas utiliser la force, c'est pour ça que nous donnons 3 mois aux uns aux autres. En ce qui concerne les militaires, ce sont nos hommes. Nous allons, avec l'état-major, faire en sorte qu'ils rejoignent les casernes. Pour tous les autres, ceux qui ne sont pas militaires mais qui sont des ex-combattants, l'ADDR va gérer ce dossier avec nous. Pour les autres, nous leur demandons vraiment de le faire sans a priori. Les propriétaires, c'est de leur demander, c'est de venir prouver que c'est bien leur maison. Il y en a fait des requêtes. L'initiative est saluée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, représentant le Premier ministre. Pour lui, cette opération s'inscrit dans la volonté du chef de l'État à bâtir un État de droit et à renforcer le processus de réconciliation nationale. Cette opération, qui se fera sur une période déterminée, présente beaucoup d'intérêt pour l'État ainsi que pour les populations. Elle permettra aux Ivoiriens exilés ou non qui désirent entrer au pays, voire qui sont confrontés à l'occupation de leurs biens immobiliers, de regagner leur domicile en toute quiétude. À l'issue des travaux, un chronogramme et le mode opératoire seront élaborés puis remis au président de la République pour validation. L'Association des journalistes de défense séjourne en Côte d'Ivoire depuis le 3 juin dernier. Les journalistes français sont là pour rencontrer les autorités militaires et civiles afin d'avoir une idée des progrès réalisés dans le domaine sécuritaire en Côte d'Ivoire. Maïsako. 150 journalistes professionnels spécialisés dans les questions de défense et de sécurité étaient en Côte d'Ivoire. Objectif, s'imprégner des progrès réalisés dans le domaine de la sécurité par les autorités ivoiriennes après la crise post-électorale. Ces hommes de médias de l'Association des journalistes de défense se sont entretenus avec les autorités militaires et civiles sur plusieurs sujets d'actualité, notamment la reconstruction des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le déploiement du bataillon logistique pour la mission internationale de soutien au Mali, les actions de l'Organisation des Nations Unies et la poursuite de l'opération Licorne en Côte d'Ivoire. Ce voyage d'études qui a duré 1 semaine va permettre à la Côte d'Ivoire de bénéficier de l'apport médiatique de ce panel. Depuis hier, les élèves de 3e sont face à leurs copies. Ce sont plus de 300 000 candidats qui sont à la conquête du brevet d'études du premier cycle BEPC. Les examens qui ont débuté hier prennent fin aujourd'hui. Les tout-petits, eux, connaissent leurs résultats depuis hier. Les résultats du CEP sont tombés, plus de 67% d'admis sur l'ensemble du territoire national. Notre reporter Mamadou Kouassi a partagé la joie et la tristesse des élèves de CM2. Regardez. Scène de joie à l'école primaire publique Château d'Eau dans la commune de Cocody. Ces enfants, candidats au CEP et au concours d'entrée en 6e session 2013, sont admis. J'ai eu 128 points. Je suis content d'aller au collège. J'ai eu 118 points. Je passe en classe de 6e. 67,03%, c'est le taux de réussite au niveau national du CEP et du concours d'entrée en 6e session 2013. Ce résultat est nettement supérieur à celui de 2012, estimé à 55,91%. Plusieurs raisons expliquent cette amélioration des résultats, selon la directrice des examens et concours. Les enseignants ont accepté la trêve des grèves. Car il s'agit d'une raison d'État, ils ont non seulement fait des efforts pour terminer le programme,
mais plus, ils ont aidé leurs élèves à faire des révisions. Le facteur le plus positif a été l'application des résultats du séminaire organisé par la DECO à Grand Bassam, ensemble avec tous les acteurs et partenaires du système éducatif. Nous n'avons pas fait qu'accuser les élèves, nous nous sommes aussi interrogés sur notre part dans leur échec massif. Nous avons visité tous les compartiments de notre système d'organisation des examens. Depuis les classes en équilibrant les coefficients, nous avons revu les étapes de la production des sujets, de leur sécurisation, les oraux, les écrits, les corrections et les délibérations, en mettant un accent sur la qualité des jurys et la responsabilité individuelle. Cette année, ce sont 448 275 candidats qui ont affronté le concours d'entrée en 6e et le CEPE dans 1750 centres d'examen. Au classement final, la Direction régionale de l'éducation nationale de l'enseignement technique de Séguéla arrive en tête avec 88,23%, pendant que celle de Dimbokro ferme la marche avec 39,65%. La page santé avec cette nouvelle approche pour l'AIBF, l'association ivoirienne pour le bien-être familial qui a fait le bilan de ses activités. Il faut retenir que l'AIBF veut s'inscrire dans un esprit de bonne gouvernance. Maïsako. L'atelier de présentation des résultats annuels 2012 de l'AIBF, Association ivoirienne pour le bien-être familial, s'est articulé autour de deux axes. Il s'agit du programme de l'AIBF et des projets spécifiques financés par les partenaires qui les appuient. Concernant le programme de l'AIBF, les objectifs annuels en termes de personnes bénéficiant de différents services n'ont pas été atteints en raison de la crise post-électorale de 2010 qui a freiné les activités de l'association. Par contre, les objectifs annuels des services de planification familiale escomptés ont été dépassés avec une augmentation de 18% des services offerts. L'antenne d'Abidjan a apporté la plus forte contribution avec plus de 60% du volume total des services. En gynécologie et obstétrique, près de la moitié des services ont été offerts aux jeunes représentant une cible prioritaire pour l'AIBF. Dans les services d'information, éducation et conseil dans les cliniques, plus de 30 000 personnes ont été reçues. Les nouvelles sont également bonnes du côté des soins après avortement. En 2012, les financements apportés par les partenaires ont représenté 21% des ressources de l'AIBF. L'État de Côte d'Ivoire a financé l'association à hauteur de 732 millions de francs CFA. L'AIBF entend en termes de perspective doubler le nombre de services de santé offerts aux populations d'ici à 2015. Cela pourrait se faire grâce à la création de cliniques mobiles qui vont permettre d'étendre les activités dans les zones rurales. L'association ivoirienne pour le bien-être familial souhaite également le renforcement de l'appui technique et financier des acteurs intervenant dans le secteur de la santé sexuelle et de la reproduction. Cette formation des journalistes et des associations, des organisations de la société civile, la formation a porté sur la connaissance des termes de réfugiés, de rapatriés et d'apatrides. Les notions de protection nationale et internationale ont été également abordées au cours de cette formation initiée par le Sahara, le service d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides. Objectif, donner quelques notions aux participants concernant l'humanitaire. Poursuivre les projets d'insertion des jeunes et le développement de plusieurs secteurs d'activité est l'objectif de la deuxième signature de convention entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atekoubé. Patricia Oumou, reportage. En prélude à la signature de partenariat entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atekoubé, la délégation française conduite par le maire de la ville d'Auxerre, Guy Ferrez, a été reçue par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Les échanges ont porté sur le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Accord de coopération que confirme l'engagement des partenaires en renouvelant la signature de convention entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atekoubé. D'aider Atekoubé afin de permettre la mise en place de formations, d'insertion professionnelle pour les jeunes. Nous envisageons dans le cadre de ce renouvellement l'intégration des jeunes dans l'école de football de l'AJ-Auxerre. Le partenariat est multiforme, il est sportif, il est culturel, mais il est aussi éducatif. Cette plateforme de services pour l'insertion des jeunes va s'étendre aux communes de Trècheville et du Plateau. Aujourd'hui, il est question de voir comment chacune des communes
peut nouer des relations en matière de coopération décentralisée avec soit une région, soit avec une commune de la région de Bourgogne. Ce projet qui va nous permettre d'insérer nos jeunes, de leur trouver des débouchés après leurs études, et pour ceux qui n'ont pas fait de niveau d'études élevé, qu'on puisse leur trouver de quoi s'insérer dans la vie. Le projet de jumelage entre la ville française d'Auxerre et la commune d'Atécoubé a débuté en 2010. Le monde entier célèbre aujourd'hui la journée mondiale contre le travail des enfants. Thème choisi cette année, non au travail des enfants dans le travail domestique. En Côte d'Ivoire, les enquêtes de 2008 indiquaient que plus de 46 000 enfants âgés de 14 ans sont impliqués dans le travail domestique. Le gouvernement ivoirien entreprend depuis ces dernières années des actions afin de lutter contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants en Côte d'Ivoire. Douad Lazer pour plus de détails. La lutte contre le travail des enfants en Côte d'Ivoire demeure une préoccupation pour les autorités administratives et politiques du pays. Selon les estimations du Bureau international du travail, en 2010, sur 16 millions de travailleurs domestiques rémunérés ou non, plus de 10 millions sont des enfants âgés de moins de 14 ans. L'enquête sur le niveau de vie des ménages en 2008 relève que 46 000 enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans le travail domestique sur l'ensemble du territoire national. Ces enfants sont utilisés comme des filles de ménage ou dans la vente des sachets d'eau glacée, une activité domestique à caractère commercial. Mais le gouvernement entreprend des actions afin de lutter contre ce fléau. Dans cette perspective, une loi portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants en Côte d'Ivoire a été adoptée et les textes d'application de portée internationale et nationale sont en cours d'adoption pour renforcer le cadre juridique de la lutte contre le travail des enfants. En outre, le gouvernement, à travers le comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, et le comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, poursuit ses efforts pour parvenir à l'éradication des pires formes de travail des enfants à l'horizon 2016. Face à l'ampleur du travail des enfants dans le monde entier, une journée est dédiée à la lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants. En 2013, la célébration de cette journée mondiale de lutte contre le travail des enfants a pour thème « Non au travail des enfants dans le travail domestique ». À l'instar de tous les pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre ce mercredi 12 juin 2013 la journée mondiale contre le travail des enfants. À l'occasion de la célébration de cette journée, je voudrais en appeler au nom du gouvernement à une prise de conscience collective et demander que les enfants ne soient pas astreints au travail, qu'il leur soit reconnu leur droit à l'éducation, à la santé et au bien-être. D'ici 2014, l'objectif du gouvernement est de parvenir à réduire significativement les pires formes du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, le directeur général de la Société de développement du coton, Iya Mohamed, a été arrêté lundi et placé en garde à vue à Yaoundé. Il est accusé de détournement de fonds. Regardez. Dès les premières heures de la matinée, attroupement devant des kiosques à journaux. Des habitants de Douala commentent avec passion la nouvelle qui fait la une de tous les quotidiens camerounais, l'interpellation de Mohamed Iya. Le directeur général de la Société de développement du coton et tout-puissant président de la Fédération camerounaise de football vient de passer sa première nuit dans une cellule du secrétariat d'État à la Défense. Cette arrestation, ça règle déjà un gros problème qui est le problème de cumul de postes. Il y a plusieurs Camerounais compétents, capables aussi de prouver leurs compétences. Tous ces gens, quand on nomme pour gérer les biens d'un pays, ils prennent ça comme une chambre privée personnelle où ils font de n'importe quoi, ils se croient impunis. D'après la presse camerounaise, Mohamed Iya est placé en garde à vue pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Fin mars, le Conseil de discipline budgétaire et financière du Cameroun avait retenu contre lui 20 fautes de gestion commises en 2010. Des fautes qui auraient causé à l'entreprise publique Sodecotton un préjudice évalué à 9 milliards de francs CFA, près de 14 millions d'euros. Mais la question de la corruption passe au second plan pour de nombreux Camerounais qui reprochent à Mohamed Iya sa mauvaise gestion du football.
Les gens en avaient déjà marre de la gestion de Yaya Mohamed. Regardez un petit pays comme le Togo qui nous a battus l'autre jour. Ça va permettre son exclusion parce qu'il est en détention. Quelqu'un ne peut pas être en détention et se porter encore candidat à l'Africa Foot. L'interpellation de Mohamed Iya intervient à quelques jours de l'élection du président de la puissante fédération camerounaise de football. Une élection à laquelle Mohamed Iya se présente contre l'avis du gouvernement.